Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. L'information aujourd'hui, c'est les révélations de Frédéric Louisy, le patron du SMAG, qui dit que sans SMAG, sans l'entraide, plus rien. Enfin, on va en parler tout à l'heure avec le reportage d'Olivier Félix. L'accompagnement des victimes de pesticides aussi, c'est un sujet qui a été traité par Maxime Morel. On parlera de la conférence des maires de la Carle, du migrant à parole à Morne-à-l'eau avec le reportage de Solène Feb, et on ira à Paris avec un sujet de Maurice Cessé. Si nos invités aujourd'hui, on aura dans un instant la procureure de la République judiciaire du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Luc Jean-Marie, le président de Nouvelle Voix, sera aussi là avec KBM. On va parler de l'instant Friapin. Et on terminera avec nos trois chroniqueuses, Imane Soudan, Yasmina Arissik et Martine Fazer. Voilà un peu ce qui fait l'actualité. Rapidement, on fait un petit tour du côté de l'entraide, plus de SMAG, parce qu'on sait qu'il y a un mouvement de grève peut-être qui va se poser. Le reportage de Olivier Félix, très rapidement. Si la situation perdure, si le personnel n'entend pas consentir à un effort de le plan de redressement, si les collectivités ne participent pas au plan de redressement, si la population, les usagers ne participent pas, 31 décembre 2025, le SMGAG est terminé. Je crois que chacun devra prendre conscience de la responsabilité qui est la sienne. Il est évident que c'est pour une question de santé publique, il y aura de toute façon une continuité de service public. Mais ce sera à l'État de décider, parce que la santé des citoyens français est une mission régalienne de l'État. Et si l'État constate que les responsabilités qui sont données aux élus locaux, à l'administration, aux fonctionnaires locaux, et particulièrement aux agents du SMGAG, c'est de l'inertie, c'est de l'inefficacité, c'est de l'incompétence, c'est de la mauvaise volonté et aussi de la supercherie, l'État prendra les moyens qu'il faut pour maintenir un service public de l'eau en Guadeloupe. Et je soutiendrai l'État dans cette démarche. Voilà un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce conflit du SMAG. Est-ce qu'on sera en coupure d'eau pendant toute la semaine? Résultat, ce soir, après les dernières négociations. Alors, je voulais dire, on va recevoir, comme une fois de temps en temps, la procureure de la République, Caroline Calbo. Merci d'être avec nous. Et on fait un petit peu le bilan de l'année 2024. Est-ce qu'elle a été très mauvaise d'une manière générale, aussi bien dans la délinquance et les problèmes intrafamiliaux ou aussi les problèmes de violence? Alors oui, c'est intéressant, en tout cas début 2025, de pouvoir se projeter, de faire le bilan de la délinquance en 2024. Et on a constaté une augmentation globale de la délinquance, que ce soit des atteintes aux biens comme des atteintes aux personnes. Oui. Et même des vols de voitures, on m'a dit aussi. Oui, même des vols d'accessoires, effectivement, de voitures, et aussi une augmentation des cambriolages. Alors ce qui me marque, moi je vais juste revenir sur quelques chiffres qui m'ont marqué sur l'année 2024. Alors d'abord, une diminution du nombre d'homicides, puisqu'on était à 40 l'année dernière, là on est descendu à 33, mais la part des homicides par arme à feu augmente. Donc c'est-à-dire que là on a eu quand même sur les 33 meurtres, il y en a eu 22 commis par arme à feu. Ça veut dire que les armes à feu continuent de circuler? Elles continuent de circuler et elles sont très utilisées. On le voit aussi dans les tentatives de meurtre qui ont beaucoup augmenté, puisqu'on était sur 138 tentatives de meurtre en 2023, et je suis sur le secteur gendarmerie et police. Et là on est passé à 195 tentatives de meurtre en 2024. Alors, une petite question de détail. Est-ce que c'est l'utilisation des armes à feu, c'est le fait de jeunes ou de toutes sortes de personnes? Alors, c'est toutes sortes de personnes, mais vous faites bien de le souligner, puisque la part des mineurs dans la délinquance a énormément augmenté aussi en 2024. C'est-à-dire qu'on voit vraiment beaucoup plus des jeunes de moins de 18 ans. Souvent, ils ont entre 15-17. Et ça, c'est très important. On les voit beaucoup, on les défère de plus en plus. Le quartier de mineurs, il est presque plein. Il y a 15 places au quartier mineur de Bémao. On est à 14 mineurs qui sont écroués. Donc ça, c'est vraiment un constat d'échec, en fait, quand on en vient à ce stade-là. Et des tribunaux pour enfants qui, toutes les semaines, jugent énormément de mineurs de 9h du matin jusqu'à parfois 21h, 22h le soir. Voilà, donc c'est vrai que la délinquance des mineurs a pris une place très importante en 2024. Ça veut dire aussi qu'il y a un rôle de la famille à jouer. Il y a un problème à ce niveau-là, au niveau de la famille aujourd'hui? Oui, il y a toujours un problème au niveau de la famille, et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec beaucoup de partenaires. Je pense notamment au département, avec l'aide sociale à l'enfance, qu'on essaie vraiment de pouvoir travailler sur les violences intrafamiliales
intrafamiliale, parce que la violence, elle se reproduit et elle commence exactement, et elle commence déjà dans la famille. Donc c'est là où il faut aussi travailler ces questions de violence, et donc c'est ce qu'on essaie de faire vraiment, notamment avec le département, avec la préfecture, et le travail sur les violences intrafamiliales, j'espère, aura des conséquences aussi sur les violences de voie publique. C'est-à-dire que si on arrive à travailler sur la parentalité, sur les jeunes, meilleure prise en charge des jeunes, avec les médiateurs du CEPSI par exemple, qui font un travail formidable sur le terrain. Enfin, il y a énormément d'associations, et aussi vraiment travailler sur cette prévention. Alors, je participe, justement en 2024, j'ai participé à 13 comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, dans les CLSPD, dans les communes, exactement. Oui. Donc j'ai fait vraiment plusieurs communes, avec à chaque fois le sous-préfet et le maire de la commune, et tous les acteurs qui participent à la prévention. Et on essaie de trouver vraiment, de développer, de financer, enfin c'est surtout la préfecture qui finance, des projets concrets pour justement prévenir toute cette délinquance. Parce que vous avez dû entendre ce qui s'est passé au carnaval pour ce jeune qui a été tué. Oui, alors j'ai suivi, puisqu'il y a une enquête qui est en cours, donc je ne vais pas forcément trop en parler maintenant. Hein. Il y a un juge d'instruction qui est saisi sur cette affaire-là. C'est dramatique. Quand un jeune de 16 ans vient à être tué en marge de ce qui devrait être une fête, et par tout un groupe de jeunes, et ça c'est un vrai souci. Et c'est vraiment problématique d'avoir ces effets de meute, finalement, qu'on peut trouver chez des jeunes qui sont, presque tous mineurs. Alors, sans faire de comparaison, mais j'observe quand même que ces problèmes de violence chez les jeunes, on les trouve un peu partout maintenant. En France, il y a eu au moins 2 ou 3 jeunes qui ont été tués au couteau récemment. Et on voit que les jeunes, de plus en plus, sont de plus en plus violents. Ça devient un problème sociétal. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut réfléchir à la question des jeunes dans notre société. Qu'est-ce qu'on leur offre comme avenir, finalement, et quel encadrement, quelle éducation, réfléchir à la parentalité. Enfin, il y a beaucoup de choses à réfléchir, effectivement, sur la place des jeunes dans nos sociétés pour prévenir leur délinquance. Oui. Alors, récemment, ça dépasse un peu votre cadre, mais enfin, on en parle quand même. Il y a eu cette saisie de près de 9 tonnes de cocaïne au large de la Martinique. Il y avait eu aussi en Guadeloupe un problème à peu près similaire, mais pas autant. Ça veut dire que la Guadeloupe et la Martinique sont vraiment des plaques tournantes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une reprise de la production de cocaïne dans les pays d'Amérique du Sud. En Colombie, je crois. Notamment en Colombie, ça c'est assez flagrant sur la Colombie. Et donc il y a besoin d'exporter, qu'il faut trouver de nouveaux marchés. Et l'Europe, et on est sur la trajectoire. Alors on dit que les États-Unis sont saturés, et que maintenant c'est l'Europe qui est la nouvelle demande. La nouvelle demande se fait en Europe. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça. Et donc les Antilles sont le point de passage finalement de toutes ces cargaisons de cocaïne. Donc plus on saisit de la cocaïne, plus ça montre combien passe aussi. Donc il est absolument nécessaire de pouvoir renforcer, et ça a été l'objet justement de la discussion des procureurs hier avec le nouveau ministre de la Justice, donc Gérald Darmanin, qui donc est revenu sur ses priorités de politique pénale, qui sont notamment la lutte contre le narcotrafic. Donc on espère que les Antilles pourront être renforcées en termes d'effectifs et de moyens pour pouvoir mieux lutter contre le narcotrafic, puisque la Guadeloupe est clairement un territoire rebond en matière de cocaïne vers l'Europe. Alors, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a une distinction entre, il y a une distinction réelle entre les narcotrafiquants et le cannabis? Parce que l'herbe, ça circule, je vois des jeunes tous les jours qui fument, ils ne fument pas de la cocaïne, ils fument de l'herbe. Alors comment on traite ce différentiel ? Alors là, le cannabis est toujours considéré comme des stupéfiants et classé dans les stupéfiants, tout comme la cocaïne, effectivement, pendant longtemps. Pas au même niveau. Alors pendant longtemps, c'est vrai qu'on faisait la différence entre drogue dure et drogue douce. Oui. La question qui se pose surtout, c'est la question de l'addiction finalement et de tous ces trafics qui génèrent des bénéfices au détriment de la santé des gens. En fait, c'est ça le vrai souci, il est là. Et donc c'est pour ça qu'au regard de cette notion d'addiction, ça a été classé aussi dans les produits stupéfiants. Alors on parle vraiment encore plus de la cocaïne parce qu'il y a tous les dérivés d'ailleurs avec le crack. Il y a une dépendance qui est particulièrement forte, notamment avec le crack. Pardon ? Elle coûte plus cher aussi, la cocaïne. Alors ici, en fait, elle coûte très cher effectivement en Europe parce qu'il y a tout ça dépend complètement. Dans le prix des stupéfiants, il y a le prix du transport finalement. Oui, donc plus la production est proche, moins elle va être chère. Oui.
Donc c'est pareil pour le cannabis, par exemple, qui est produit notamment dans le Maghreb. Cannabis, je veux dire qu'un trafiquant de cannabis ou de cocaïne est traité de la même manière, ou alors, parce que je sais que dans certains pays, notamment en Suisse, je crois, on commence à autoriser l'utilisation de cannabis pour des médicaments et autre chose. Oui, alors c'est le cas d'ailleurs en France aussi, sur le cannabis thérapeutique. Oui, après, il y a la Hollande, à proximité de la France, qui a effectivement décidé de légaliser le cannabis. Oui. Alors là, je ne rentrerai pas dans le débat politique parce que ce n'est pas le lieu, mais c'est vrai que la question qui se pose surtout, c'est, et je reviens dessus, c'est la question de l'addiction et de l'atteinte à la santé publique. Et donc, là, il y a une atteinte à la santé publique, ou en tout cas, ça a été considéré comme tel, puisque le cannabis est toujours classé dans les stupéfiants. Donc, on considère qu'il porte atteinte à la santé des gens. Oui. Donc, il est toujours classé. Mais alors, une dernière précision, le trafic de cannabis est aussi important en Guadeloupe que la cocaïne? Non, on n'est pas du tout sur les mêmes. Non, c'est pas du tout les mêmes données. C'est-à-dire que le trafic de cannabis sera plus local finalement. C'est un trafic local, exactement. Alors que la cocaïne, elle est très clairement. Elle arrive des pays d'Amérique du Sud et elle rebondit ici en Guadeloupe et elle repart vers l'Europe. Donc on est sur encore autre chose. Oui. Alors, deux petits mots quand même sur les violences intrafamiliales. J'ai reçu il y a 2 jours une dame qui parlait des violences sexuelles aussi pour les femmes. Et ça a baissé ou ça a continué à augmenter? Alors, on a une certaine stabilisation. Justement, je reprenais les chiffres. Sur les violences intrafamiliales, on est en 2024, on a traité 1308 procédures. Donc, ça stagne plutôt. Avec plusieurs associations, je pense notamment à Amalgame Humaniste, il y a aussi le Zonta Club. Le Zonta qui faisait une conférence. Ils sont venus, exactement. Ils sont venus ici. Tout à fait, voilà. Ça, c'est très bien qu'on puisse parler justement de ces violences sexuelles, que ça puisse être abordé dans la société, qu'il y ait une sensibilisation, et notamment sur les violences sexuelles incestueuses, parce que ça aussi, ça détruit les familles. On remarque aussi, là aussi, une reproduction de génération en génération de ces comportements. Et voilà, il était important de pouvoir en parler, que les jeunes filles, puisqu'on est surtout sur des jeunes filles, mais il peut y avoir aussi des jeunes hommes victimes, et puissent connaître leur corps, puissent savoir dire non. Et voilà, donc ça, je crois que c'était important de pouvoir, en tout cas, mettre ce débat dans la société. Alors, est-ce qu'en tant que procureur, vous intervenez au niveau de l'académie, c'est-à-dire au niveau du système scolaire, parce que ces violences commencent aussi, quelquefois, dans le milieu scolaire? Alors oui, on a des échanges avec le rectorat, avec l'université. Avec le rectorat, on a signé notamment une convention. Alors on était plus sur la question du harcèlement, harcèlement dans les classes. Justement, comment est-ce qu'on traite les procédures de harcèlement. Mais nous évoquons aussi régulièrement avec des agents du rectorat la question de la sensibilisation, notamment au fait d'inceste. Et le rectorat nous remonte aussi beaucoup de signalements de jeunes filles qui viennent voir les infirmières scolaires, voir l'assistante sociale, en disant mais en fait je suis violée régulièrement depuis des années, je suis agressée sexuellement dans ma famille. Donc oui, et ça on le traite. La priorité pour nous, c'est d'abord de protéger la victime. Donc on peut prendre à ce moment-là, on peut être amené à prendre une ordonnance de placement provisoire, et après elle va être suivie par le juge des enfants, et ensuite on va mener aussi l'enquête judiciaire pénale en parallèle pour essayer de caractériser les faits. Oui. Alors, ça signifie qu'aujourd'hui, les prisons sont pleines? Alors les prisons, oui, parce que alors on dit beaucoup que la justice est laxiste. En même temps, on n'a jamais eu autant de prisonniers, puisque on compte à peu près 80 000 détenus en France. 80 000 80 000. Et ici actuellement, donc la prison de Baie-Mahault est remplie à 240%. Donc 240%. Ça fait 240%. Ça signifie que dans une cellule, il y a 3 ou 4 exactement. détenus. Il y a, là actuellement, on en est à plus de 140 matelas au sol. Oui. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc il faut avoir aussi ces éléments-là en tête, puisqu'on travaille beaucoup avec la directrice du centre pénitentiaire, justement, pour essayer de trouver des solutions en attendant qu'il y ait les travaux d'agrandissement, notamment. Oui, il n'y a pas de bracelets ici, comme on en fait? Alors si, des bracelets, il y en a plein. Il y en a plein de bracelets. Ah oui, il y a énormément d'aménagements de peines sous bracelet électronique, énormément. Ah oui, il y en a beaucoup. Oui. Ça veut dire qu'au niveau de la justice, parce que souvent vous venez de le dire en 2 mots, qu'on disait que les dossiers traînent beaucoup, ne sont pas assez réactifs, ou alors qu'on accuse, entre guillemets, les juges d'être un petit peu pas assez sévères. Est-ce qu'au niveau de la Guadeloupe, on peut dire ça?
Non, on ne peut pas dire ça. En fait, on ne peut pas dire ça parce que, d'abord, il y a une certaine réactivité sur certains faits. On ne peut pas être réactif, et je sais que je reçois beaucoup de courriers de victimes qui me disent « mais où en est mon enquête ?» Donc j'essaie toujours de relancer dans les services d'enquête, puisqu'on a un vrai problème de manque d'effectifs dans les services d'enquête qui est démontré, et c'est pareil dans la France entière, il n'y a pas que la Guadeloupe. Donc il y a des retards aussi des fois dans le traitement des enquêtes. On essaie de prioriser les enquêtes les plus graves pour les juger le plus rapidement possible. Et pour tous ceux, moi j'invite tous ceux qui veulent à venir assister aux audiences de comparution immédiate qui se tiennent le lundi après-midi, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi à partir de 13h30 en salle 3 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, à venir voir ce que c'est une justice rapide qui répond dans les 24 heures, 48 heures après les faits pour pouvoir apporter une réponse immédiate à la société, aux victimes. Donc oui, on a une réponse qui est rapide et la justice, elle n'est pas laxiste et on le voit avec le niveau de détention qui est celui de la Guadeloupe. Oui, donc il y a beaucoup de réactivité de votre part. Oui. On essaye en tout cas sur les faits les plus graves. On ne peut pas être réactif sur tout, on est obligé de prioriser. Au regard des moyens qui sont les nôtres, on n'a pas le choix, on est obligé de prioriser. Alors, vous avez vu le ministère, on vous a promis des moyens supplémentaires? On nous les a promis, oui, mais parce que vous avez suivi... Je me rappelle, votre ancien ministre, il était venu ici, il avait promis beaucoup de choses et... Mais en fait, le problème, c'est qu'on se heurte, comme toutes les administrations, à la question du budget actuellement, qui est toujours pas voté. Donc, on ne sait pas si finalement les promesses vont finalement se concrétiser, alors, se réaliser. Quand vous faites le bilan un petit peu de votre présence en Guadeloupe, puisque vous avez travaillé autre part, quel est le sentiment qui prévaut chez vous? Alors, moi, le sentiment, c'est celui de l'engagement. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que, effectivement, la situation, elle est complexe. On a, le constat, il est cette augmentation de la délinquance. Mais c'est surtout l'engagement de tous les services, que ça soit... Là, j'étais en Corse ce matin avec les services, les unités de recherche de la gendarmerie pour voir comment est-ce qu'on peut, avec nos moyens, faire encore mieux. Comment est-ce qu'on priorise encore plus. Comment est-ce qu'on interpelle le plus vite possible. On essaie vraiment de trouver des solutions. Et c'est pareil au tribunal. C'est-à-dire qu'on est engagé 24 heures sur 24, nous on a notre permanence. Voilà. Et c'est ça que je voudrais aussi, dont je voudrais témoigner aujourd'hui, c'est cet engagement des services publics de l'État pour justement essayer d'endiguer cette délinquance. Parce que on a quand même des... on sait que vous venez ici, on me pose souvent la question de la prévention. Qu'est-ce qui est fait pour prévenir? Parce que c'est bien de réprimer, mais qu'est-ce qu'on fait pour empêcher? Alors pour empêcher, eh bien, il faut travailler avec tous les partenaires, j'en parlais, c'est tout ce qui est CLSPD, donc comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Je vous dis, rien que sur Grande Terre et une partie de la Basse Terre, il y en a déjà, c'est surtout Grande Terre, 13 qui se sont réunis et 2 comités intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance, lors desquels, donc avec les maires, le sous-préfet, on essaie d'évoquer plusieurs projets. Ça va être développement de la vidéoprotection, comment est-ce qu'on finance, comment est-ce qu'on protège mieux. C'est ça aussi la prévention, c'est de savoir qu'on va être filmé. Comment est-ce qu'on finance des belles actions je pense au Moule, il y avait des très belles actions sur des jardins partagés, par exemple. Là, j'étais dernièrement, alors parce que j'en ai fait beaucoup là, ces derniers temps, j'ai fait Sainte-Anne, où ça a été aussi très intéressant, sur tout ce qui est fait sur le CDDBF, qui est justement le comité des familles, où on arrive à repérer les familles qui sont en difficulté, comment on les aide dans des soutiens à la parentalité, comment on réfléchit ensemble sur les violences intrafamiliales, dans la lutte contre la prévention des violences intrafamiliales. Donc oui, il y a des choses qui sont faites aussi au niveau des municipalités. D'une manière générale, aujourd'hui, pour vous, procureur, quelle est la priorité? Ma priorité, c'est la lutte contre les armes. Très clairement, parce que c'est ce qui crée le plus de dégâts. C'est impressionnant, le nombre de personnes blessées par balle qui sont envoyées au CHU et qu'on récupère justement à l'hôpital. Voilà, moi c'est vraiment ça, c'est lutter contre la diffusion des armes et leur utilisation qui est particulièrement décomplexée. Et comme les armes sont très liées aussi au trafic de stupéfiants, donc ça va être vraiment ça la priorité. C'est le narcotrafic, la lutte contre les armes et les stupéfiants. Oui, et d'une manière générale, vous avez les moyens de réduire un peu l'entrée des armes sur le territoire? On essaye de travailler à développer des moyens pour mieux prévenir les débarquements sur les plages, puisque je pense que c'est à ça que vous faites référence, puisque on est vraiment des zones frontalières avec d'autres pays. On essaie aussi de mieux travailler avec les pays autour, je pense à la Dominique notamment, où il y a maintenant un magistrat de liaison, un attaché de sécurité intérieure qui sont basés à Sainte-Lucie, qui travaillent avec tous les pays de la Caraïbe pour mieux travailler dans l'entraide pénale internationale, pour mieux lutter contre les différents trafics qui concernent toutes nos îles. Oui.
Et j'ai regardé un petit peu tous les communiqués que vous avez sortis depuis le début de l'année. Ça commence à aller vite, hein, visiblement. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà passées en moins de mois. Alors oui, il faut, ça je crois que c'est important de le dire parce que il faut rendre compte des belles affaires qui sont résolues. Et c'est ce dont je parlais sur cet engagement des services d'enquête, que ce soit police comme gendarmerie. Saint-François, par exemple. Il y a un niveau d'élucidation qui est très rapide et dont il faut parler parce que souvent, quand on saisit un juge d'instruction, après on n'en parle plus. Et c'est pour ça que moi j'ai tenu à rendre compte tout au long de l'année sur toutes les belles interpellations qui avaient eu lieu, sur toutes les enquêtes qui étaient élucidées. Sachez-le, à chaque fois, avant de diffuser mon communiqué de presse, on appelle les victimes, on les tient informés. Attention, là, on a réussi à interpeller l'auteur, les différents auteurs. Effectivement, sur Saint-François, ça a été une belle enquête judiciaire sur laquelle j'ai communiqué en fin de semaine dernière, puisqu'on a interpellé quand même 5 auteurs dans ce meurtre, cet assassinat, après séquestration, justement, de cet homme de 70 ans qui habitait Anse-la-Gourde à Saint-François. Oui, et donc, on trouve de plus en plus de gens, enfin bon, c'était le cas de quelqu'un qui a été jeté à la mer, c'est ça, à Saint-François. Je crois que dans une autre région, il y a à peu près un crime similaire. Ça veut dire qu'il y a des crimes qui se font maintenant, j'ai envie de dire, de façon, entre guillemets, discrète. Non, c'est jamais discret parce que... En fait, quand on dit discret, c'est-à-dire que pas au grand jour, c'est-à-dire bon, il y a des gens qu'on tue dans la rue, mais quand on trouve un cadavre à la mer, mutilé, etc., c'est que ça s'est fait autre part. Oui, tout à fait. Oui, on retrouve des cadavres effectivement sur les plages. Enfin, des cadavres. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais oui, 2. Effectivement, c'est pas. Ce que vous voulez dire, c'est que ce ne sont pas des meurtres comme d'habitude avec arme à feu où on se tire dessus dans la rue. Oui, il y a différentes sortes de meurtres qu'on traite et cette année, effectivement, il y a eu des meurtres assez particuliers et je pense notamment aux 2 enfants qui avaient été décapités aussi à Sainte-Rose, voilà, qui étaient, dont la mère est toujours à l'hôpital, d'ailleurs, elle est toujours hospitalisée. Ouais. Oui. Donc, votre travail, j'avais dit, aujourd'hui, vous avez passé l'année 2024. 2025 s'annonce comment pour vous, pour le travail, au niveau de votre travail, déjà ? Il y aura toujours le même engagement, notamment de toute mon équipe, voilà, et on va embarquer, et on embarque d'ailleurs, enfin voilà, il y a les services d'enquête qui sont aussi très mobilisés pour arriver, parce que ce qui est important pour nous, c'est, on pense toujours aux victimes, et on veut leur apporter la vérité judiciaire. Il y a effectivement des meurtres qui mettent parfois 5 jours à être résolus, d'autres où ça met plusieurs mois, mais à chaque fois, j'essaierai de pouvoir apporter ces réponses-là, parce que je crois qu'on les doit vraiment aux victimes, et donc et aussi d'ailleurs à toute la population de dire bah ouais mais ça on l'a résolu, on y est arrivé, ça a été élucidé. Oui. En tout cas, ce premier bilan de 2024, bon je vous le dis, n'est pas très rassurant pour l'avenir quand même. Non, mais l'essentiel, c'est de se battre et de pouvoir justement essayer, avec les moyens qui sont les nôtres, de rester engagé dans la lutte contre la délinquance, que ça soit en termes de prévention comme en termes de répression. Alors, juste une dernière question quand même, on m'a dit de vouloir poser. Est-ce qu'il est plus difficile, entre guillemets, de vivre dans la région Pointe-Roise que de vivre dans la région basse-terrienne ? Ah, ça, je ne sais pas, il faudrait poser aussi la question à mon collègue de Basse-Terre. Oui. On n'a pas du tout la même délinquance. Oui. Parce que vous savez aussi, le tribunal de Basse-Terre, alors oui, c'est vrai qu'il y a toute la Basse-Terre. Voilà. Ouais. Oui. Non, ce n'est pas la même délinquance, je crois. Ce n'est pas tout à fait la même délinquance. Pas tout à fait la même délinquance. Non. Donc, Basse-Terre un petit peu préservé, on va dire. Peut-être. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire chaque fois sur la situation. Et donc, la courbe de la délinquance ne baisse pas. Non, on est plutôt... En tout cas, en 2024, il y a une augmentation globale de la délinquance. Wow, on ne peut même pas dire bonne année. En tout cas, merci Madame le procureur d'être venue. Il est déjà 12h58. On prend la première pause et on se retrouve avec nos prochains invités. On vous revoit dans un trimestre à peu près, faire le point. Parfait, très bien. Voilà. Puis ça vous convient. Ça nous convient aussi. Merci d'être venu. Au revoir. Voilà, il est 13h03, tous nos invités sont là. Diolo, bonjour. Bien bonjour. Luc Jean-Marie Jala. Oui, nous là, bien bonjour. Et il va venir tout seul, Robert Laverdieu là aussi. Bien bonjour. On fait un petit retour sur l'actualité rapidement. L'accompagnement des victimes de pesticides. C'est un reportage de Maxime Morel. C'est parti. L'objectif de l'association, c'était d'aider les victimes, les professionnels qui étaient victimes
des pesticides. Et à l'époque, en 2011, il n'existait absolument rien, donc c'était hyper compliqué pour eux de se faire reconnaître. Et donc l'association, le but c'était de se regrouper pour obtenir des droits, ce qui a été fait en partie grâce à nous, puisqu'aujourd'hui il y a 3 pathologies qui sont reconnues comme telles en lien avec les pesticides: la maladie de Parkinson, un grand nombre des cancers du sang et le cancer de la prostate. On a un bilan qui a à peine 12 mois, puisqu'on s'est installé de manière opérationnelle qu'en février, mais le bilan est quand même positif, va beaucoup plus vite que ce qu'on a pu faire à la Martinique précédemment. Donc aujourd'hui, on a 13 personnes que l'on a accompagnées qui ont obtenu la maladie professionnelle et une rente de maladie pro. Toutes les victimes sont atteintes du cancer de la prostate, mais il n'y a pas que ces pathologies-là qui peuvent être indemnisées. Ce sont soit des salariés agricoles, soit des exploitants agricoles. Toute personne qui a été exposée de manière professionnelle à des pesticides peut obtenir une réparation. Ça peut être des gens qui ont travaillé dans les espaces verts à utiliser des pesticides. Ça peut être des dockers qui ouvrent des fois des conteneurs qui contiennent des insecticides, par exemple. On a aussi des cas de fleuristes, alors pas ici encore, mais qui sont exposés à des produits qui ne sont même pas autorisés au niveau européen sur de la fleur importée. Lorsqu'une victime prend contact avec l'association, donc c'est-à-dire moi, puisque je suis présente sur la Guadeloupe, je lui transmets une liste de documents à fournir. Une fois que la personne a pu réunir les documents nécessaires, on organise un rendez-vous, c'est-à-dire que je la reçois soit au bureau qui se trouve à Jarry, ou je me déplace à son domicile, puisque je me déplace sur toute la Guadeloupe. On a pu accompagner à ce jour, on compte 37 personnes et dont 13 indemnisées ou en cours d'indemnisation à ce jour. Le nombre de reconnaissances en maladie professionnelle fera peut-être aussi admettre au pouvoir public un certain nombre de choses pour l'entourage, etc. Donc oui, c'est important. Les professionnels sont toujours les sentinelles de l'exposition aux produits toxiques. Alors, s'ils ont bien tant, s'ils ont une famille, un cousin, un tonton qui travaille en bonne année, qui trappe un problème avec ces pesticides-là, non, chlordécone, eh bien, pratiquement neuf, puisque actuellement, il y a une association, puis tout fait technicide, qui, justement, a occupé des lieux, c'est très important. Nous allons faire un petit tour rapidement en France. Monsieur Letchimité a rencontré le ministre à la France, qui a porté pour le pays à Martinique. Nous allons regarder le reportage à monsieur Maurice, c'est parti. Monsieur Letchimité, est-ce que vous avez abordé avec le ministre l'article de Libération concernant le groupe Bernard Hayot? Écoutez, Johnny Ajar a eu le courage de dénoncer avant tout le monde, l'ancien député, la question des oligopoles et des monopoles. Bon, il faut véritablement qu'on aille vers des choses transparentes et claires et nettes. Bon, est-ce que l'octroi de mer pèse sur la vie chère? Pour nous, non. Mais même si c'est 3-4%, on a mis à zéro sur 6 000 produits. Est-ce que la TVA paye sur la vie chère et pèse sur la vie chère? L'État a diminué à zéro. Est-ce qu'il y a des systèmes qui ne sont pas mis en place sur la continuité territoriale? L'État a décidé de porter une grande part de la continuité territoriale économique. C'est unique. Aujourd'hui, ça existe pour la Corse. Maintenant, si les distributeurs, concentreurs, vendeurs, commercialisateurs, importateurs de grandes surfaces considèrent qu'il n'y a rien à faire et que ça peut rester comme ça, c'est pas possible. Il faut de la transparence. Premièrement, il faut baisser les marges sur les produits de première nécessité, les 6-7 000, y compris aller beaucoup plus loin que les produits de première nécessité, mais en intégrant la production locale. Parce que baisser les prix en finançant la baisse des prix, ça a ses limites budgétaires. Donc moi, je veux bien baisser les prix sur une partie, mais je veux relancer ma production, étillant moyen. Et d'achine, et fruits à pain, etc. Oui, donc il faut conjuguer les deux. C'est dans ce cadre-là que je considère que ce qui se passe autour du groupe Hayot, c'est un exercice, une exigence de transparence. Et il faut laisser les choses se faire, la justice va se prononcer. Hier, comme aujourd'hui à l'Assemblée nationale, j'ai annoncé que je m'engageais personnellement contre la vie chère qui doit beaucoup d'abord au monopole qui existe et qui étouffe l'économie martiniquaise comme elles étouffent l'économie de beaucoup de territoires ultramarins. C'est sur tous ces registres-là que nous devons agir contre la vie chère avec des mécanismes qui avaient déjà été imaginés, avec un État qui doit au fond faire vivre la concurrence juste
la liberté, l'égalité, mais à condition qu'il y ait de la transparence, de la vérité sur les marges ou sur les marges arrière. Donc c'est ce travail, et moi je suis très déterminé, je vous le dis, je ne céderai à aucune pression, mais le plus important me semble aussi, c'est l'économie de demain, qu'on sorte d'une économie qui est très liée au passé. Voilà ce qu'on pouvait dire, et supprimer la vie chère, nous avons l'occasion de revenir sur ça plus en détail, parce que nous avons l'autre bulletin que nous passons. Voilà, nous allons parler de Fouillapin là, tous les 15 jours, puisque Jean-Luc, Jean-Marie Jean là, il joue de là, il vient avec KBM. Pour qui bulletin KBM est aujourd'hui? Première question. Tout simplement, il dit ça mieux que moi, mais KBM est en concept jardin bocage. Et bien, naturellement, Fouillapin là, il est entré dans le jardin bocage. Et puis, à rappeler Robert, c'est parce que la première fois que nous travaillons, c'est nous travaillons l'année sur Moringa. Ouais. D'accord? Donc, c'est en continuité. Et qui dit jardin bocage, dit Fouillapin. Et nous avons défendu justement Fouillapin là depuis une dizaine d'années. Hein. Ça a fait un bon petit bout de temps. 2025, nous avons tombé. Nous 10 ans, nous avons travaillé. Alors, il peut tout bonheur, mais on a montré quand même. Ah oui, ça. Il y a des rôles, puisque Fouillapin, c'est que le 27, 28 et 29 juin. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a notre ballon, puisque nous décidons d'inviter voisins de la Caraïbe pour y participer. Parce que nous tous savons que, pas loin de nous, nous avons un certain nombre de travail qu'a fait. Saint-Lucie, pour ne citer qu'elle, Jacques a exporté Fouillapin. Ah bon? Ah oui. Jacques a exporté. Ça veut dire nous en retard, alors? Et peut-être que nous pas en retard, nous à niveau, nous. Ouais. Absolument. Et ce n'est pas Saint-Lucie seulement, on est Trinidad, et la Jamaïque. Jamaïque a venu en butin, il a fait porter vers Fouillapin. Absolument. Donc, c'est vrai que nous avons parlé de souveraineté alimentaire, mais à nous pratiquer, à nous faire de manière à ce que le peuple-là, il participe concrètement dans ça. Et c'est ça que nous avons souhaité. Alors avant, on va Robert la parole, on va venir mon grand mot sous bois, on va absolument. Coup de bâton. Alors, on toujours pas venir avant BTNF. C'est vrai que nous parlons de l'alimentaire, mais nous savons que Fouillapin, bois Fouillapin, il y a une lot importance aussi pour ce pays-là. Imaginez que Mossoboa là, sa planche là, a poigné en ébéniste. Et ça vient de plus de 10 ans en de l'eau qu'a dormi dehors. Et bien debout. Alors, en Guadeloupe, peut-être que nous pas pratiquer ça, mais nous savons que dans le Pacifique, il y a fait pire au Gaveille, bateau, en l'eau travail fait. Et en Guadeloupe, il y a fait même avec bois Fouillapin. Il y a fait même avec bois Absolument. Nous savons ça. Et nous savons à Sainte-Rose, nous avons des contacts avec des Saint-Rosiens qui travaillent bois Fouillapin. Et à Bémao, d'ailleurs, dans pas longtemps, nous avons rencontré eux. Ni des menuisiers qui travaillent avec bois Fouillapin. Donc ça veut dire... À pas un qui pour manger. À pas un qui pour manger. Donc Fouillapin là, il y a un lot devant toujours. Bon, alors Hubert, bien content qu'on là pour KBM, puisque Luc a dit ça, depuis longtemps je développé ça, quoi que Jardin Bocage. Et Jardin Bocage, bon, on est toute qualité, on parlait de Moringa là, mais il y a aussi, bien sûr, Fouillapin là. Évidemment. Et c'est pour ça, ça n'a pas posé nous pour un problème, les nouvelles voies proposées nous en partenariat. Pour au moins, il y a une des raisons, c'est qu'à partir de là, nous, quand on travaille ensemble, quand il était dit, là, nous développer en Guadeloupe, Moringa, fait Mouli qu'il est, nous venons à ça qui est nous, Mouli qu'il est, nous fait éveiller. Et tout naturellement, là, on parle de nos partenariats, à Fouillapin là. L'objectif là, c'est qu'il y a KBM qui dit tout le temps, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Ça dit l'abondance, c'est permettre les conditions bases matérielles à Guadeloupe à demain. Et pour ça, il faut que nous faire. Parce que nous ne pas dire, il faut nous faire. Et nous devons reconnaître nous à de nouvelles voies, puisqu'il y a fait. Et donc, nous partons pour notre nous engager réellement veilleux. Alors, à Fouillapin, ni pain. Et d'après moi, l'encadrement, on de nos affaires, pain à Fouillapin, on l'a fait. Mais évidemment, oui, nous faisons et nous continuons à faire. Si d'autres femmes continuent à faire pain à Fouillapin. Oui, Fouillapin, on va mettre en pain, mais on va dépasser boire, manger, on va mettre en meuble. Fouillapin, c'est qu'un moment d'affaires pour Guadeloupe à demain. Absolument. Alors, Jardin Bocage, qui change en lien avec ce fait par rapport à l'instant Fouillapin? Eh bien, parce qu'en fait, après un partenariat, c'est ponctuel. Ça veut dire après journée à Fouillapin, nous avons fait ensemble, nous avons assisté justement pour qu'on a vulgarisé, développé
plantation à Fouillapé à chaque Guadeloupéen. Oui. Et là, nous éveillons à la question là, ça. Oui. Parce que faut moi ajouter que KBM ni pratique à travailler avec les Caribéens. Oui, absolument. Donc, et l'année là, ça nous dit que faut faire à Fouillapé là pour notre ballon. Ouais. Et nous faisons liénage avec nos voisins de la Caraïbe. Donc, nous pouvons profiter de l'expérience à d'autres Robert pour nous. Absolument, puisque l'ensemble, c'est ça. Dernier visite nous à Grenade et nous et pas longtemps, il y avait une nouvelle voie. Nous contribuons en Zoom, un certain nombre de pays, dont Sainte-Lucie, et il y a parti pour nous attendre qui ça, il y a pratiquement à l'aéroport là, donc il est là. Ah bien sûr, ah oui, nous étions ensemble, nous étions là, et nous avons parlé d'exportation à Fouillapé, mais il dit non, mais ce qui est important, il va venir apprendre. Ah bon, quand même. Ah oui, et c'est ça, et ça, il dit nous à Grenade aussi, là nous avons Ziam, il dit nous à Grenade, il n'y a pas qu'on ait planté Ziam en force. Et c'est nous qui avons planté Ziam en force. Donc nous avons nous vers ça, nous avons une souveraineté alimentaire. Nous avons insisté pour venir en Guadeloupe apprendre, nous avons porter, et nous avons baillé. Donc c'est un beau cantage. C'est un beau cantage. Un beau cantage caribéen. C'est pour ça que nous avons dit, nous pour l'eau à Caraïbe, nous pour la Caraïbe des peuples. Il ne faut pas seulement un beau cantage en haut, un beau cantage en bas. Parce qu'il y a l'eau habité à apprendre nous. Absolument. Et Robert, c'est tout ce sens-là nous avons la manifestation là, ça. C'est faire en sorte que yon balote. Nourrit l'autre. Ou pas qu'à venir recevoir ça et sans baillot. Parce que nous aussi, nous nions un certain nombre de connaissances. Donc, l'objectif là, c'est que nous partageons des connaissances, expériences en nous. Et surtout, nous pas laisser nous comme ça. Après, nous rejoignons dans notre lionnage, nous avons trouvé forme là de toute façon. Parce que nous pouvons voir débuter. Nous n'y avons rassemblé où chaque monde qui a une expérience à partager, discuter. Mais il y a aussi qui viennent vendre produits à eux. Vendre ça fait, vendre en Guadeloupe. Notamment Grenade. Notamment Grenade. Grenade, nous savons que il y a un plat national à eux d'ailleurs. Il y a base de Fouillapé. Ah, donc nous pouvons goûter ça. Ah, oui. Absolument. Il y a confirmé qu'il est là. Anguilla a confirmé nous qu'il est là. Sainte-Lucie, donc nous qui. Alors qu'il est Grenade. Anguilla. Oui, Anguilla. Sainte-Lucie. Et nous attendons réponse à Dominique. Alors, pas oublier, Martinique tout pour nous. Martinique est là aussi. Justement, quel état au niveau Fouillapé Martinique? Eh bien, Martinique a porté le manœuvre. En sortie trappé, on met le PAM. Le PAM qui c'est un organisme qui a réfléchi justement sur un projet de développement, projet Fouillapé. Et tout à fait d'accord à participer parce que nous avons parti, nous avons discuté, nous avons échangé les points de vue. Donc, il y a assurément que ça a intéressé l'eau. Et même Bitin qui ça nous dit Saint-Martin, tous ces côtés-là, ça, il faut avec nous dans débat là, ça. Alors, nous en 2025, on a dit ça fait 10 ans de roulé. Absolument. Si vous faites un petit bilan 10 ans là, à qui point nous y sommes là? Eh bien, nous pouvons dire très sincèrement, le travail là a avancé. Alors, qui problème tenir, c'est que chaque monde des côtés ailleurs a dit font un petit manœuvre si Fouillapé là. Mais ça a été bien désorganisé. En part, il nous a organisé totalement. Mais l'objectif là, c'est faire en sorte que les gens qui travaillent Fouillapé, ils semblent et constater eux-mêmes que nous représentons force notre façon de voir l'agriculture. Parce que nous parlons de canne et banane, mais d'après moi, il faut mieux ça. Pas rien qui ça. Et même les collectivités, il faut reconnaître que faut ni un changement à mode de culture, à mentalité, etc. Et derrière ce travail, ça, nous avons fait avec le jeune public, dans les écoles. Faites-moi aimer produits qu'on va consommer. C'est vrai que nous choisissons Fouillapé, mais ça peut être manioc, ça peut être viande, etc. Coco, voilà. Apprendre à aimer ça ni dans le pays. Parce qu'on peut attendre que, et nous savons ça, à 80% à production, nous avons sorti dehors. Mais jardin, nous sommes bateaux. Donc, nos pères étaient éternellement à dire ça, il faut nous agir. Et le meilleur gens pour agir, c'est éduquer le monde. Apprendre, faire goûter, faire des plats, etc. Faire comprendre que boire là, c'est important. Faire là aussi important. Jamaïque, en tout cas, regardez, il y a transformé faire Fouillapé là. C'est incroyable. Ah oui, faire Fouillapé là.
Ils peuvent venir dans des petits sachets pour à faire, pour faire des infusions, etc. C'est important. Nous, on a demandé où la fête à Fouya Pena a fait. Alors, fête à Fouya Pena qui fait d'abord. Et qu'a fait la menthe. Mais nous sommes déplacés parce que petit à petit, nous des agriculteurs qui lancent qui ont planté Fouya Pena. Donc nous avons visité Tiban ça y a fait. Monsieur Dakalo démarré, mais pas ni que Monsieur Dakalo. Ni d'autres, nous avons fait la surprise. Donc nous avons vu qu'il y a fait. Ensuite, Kenny, le vendredi 27, Kenny, grand assemblée là, où tout le monde peut parler. Les chercheurs, les agro-transformateurs, citoyens là, en particulier, consommateurs là. Donc Kenny a discuté, les points de vue à eux, c'est qui gens il y a un développement à Fouya Pena. Et bien sûr, le dimanche, ce grand village-là, où vraiment tout exposant qui a participé, exposé pour produire à Yovan et apprendre surtout. Parce que nous mettons des ateliers en place, apprendre le monde fait. Ça c'est important parce qu'on a pensé que la transmission là, est arrivée quand elle est là. Et on a dit ça passe l'année passée pour ouvrir une bonheur. Absolument. Alors, pour mon téléphoné là, s'ils sont exposants, nous avons invité, réservé déjà mercredi 26 et mercredi à mi-carême, la veille à mi-carême, nous avons fait assembler à les exposants pour nous discuter avec eux si intérêt à une telle manifestation, qui est objectif, etc., pour que jour là ça passe bien. En question pour Robert avant de nous quitter nous, Jardin Bokaza qui Jean Sakaye, est-ce que ça prend Valon aussi? Oui, mais nous avons avancé réellement dans ça et nous sommes en train de mettre en place ça, des jardins pédagogiques. Quand nous avons un jardin pédagogique, c'est un jardin partagé. Parce que nous croyons que c'est diviner à payer nous demain. Il faut nous porter d'autres réponses dans les questions à l'agriculture. Et jardin partagé là, nous avons 3-4 jardins pédagogiques là. Et ça, si nous l'école, tout le monde, il y a 2 jardins pédagogiques là, ça. Nous avons expérimenté beaucoup d'expériences, beaucoup de produits. Au monde qui a un jardin pédagogique à Moule, il peut des produits particuliers qu'à faire. Il peut beaucoup de monde qui a un jardin pédagogique à Trois-Rivières. Pour créer l'abondance. Parce que nous avons dit ça, Pékeni souveraineté, Pékeni émancipation sans abondance. Donc c'est ça, nous avons expérimenté. Ça part à côté, les petits jardins bocage traditionnels, mais nous croyons qu'il faut opérer un dépassement désormais. Et puis, la question de jardin là, non seulement jardin bocage traditionnel, mais il faut nous avoir des jardins partagés où les peuple rassemblés pour produire en quantité. Jardin bocage est plus haut que jardin créole là ou bien plus bas? Non, c'est ça qu'on dit jardin créole. Ah, c'est même bien là? Oui, c'est le terme créole de Cagéné, nous donnons pas jardin bocage. Ben, Jolo qui est content, au lieu qu'il y ait jardin créole, il va qu'il y ait jardin bocage. Voilà. Si Jolo, ben, nous avons la parole tout de suite, et nous allons entrer dans. Maintenant, vous voyez, générique à Jolo, on fait même. Bien bonjour. Bien bonjour Danick. Nous savons qu'il y a un problème là. À part mon tellement qu'à plein de moins, mais faut dire ça. Quel problème? Songez à Kirisila, professeur Kirisila dit nous, pas ni nouveau l'idée. C'est rien qui pep, ça qui nie, c'est rien qui pep, qui vient amnésique et qui oublie ses ancêtres à yote qu'a fait. Ça a créé problème de tous côtés. Et en question en particulier, c'est question à ces petits masses là qui a mis en l'encoigné là, qui a connu tambour, qui a dansé, qui a demandé mon petit l'argent. C'est bien une fait depuis longtemps ça. Toujours fait ça. Bon, mais je là, non parole, c'est mon n'a pas ni temps, yo est gris, yo ka dit c'est braqué, c'est mon a braqué yo, c'est mon a c'est terroriste. Pas battre si mon a payé la bouche. Chercher comprendre pour qui bitin avant tin timoun dans la rue là, qu'a fait ça. Alors, on nous aller. Alors, il faut nous parler du petit bois en masse là. Eh bien, c'est justement déjà comprendre qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi nous avons créé le petit bois, pourquoi ça fondé pour nous créer le petit bois dans l'anganou, et qu'est-ce qu'on a fait en masse là. Mais avant, il faut nous songer qui tout ça a commencé. Zora Chimé là, ça, c'est un chimé qui a fait 3,5 km
en tant par Luxor qu'ils ont vu, et l'autre là qui est deux autres là, les autres qui regardent l'image là, qui c'est Karnak. Eh bien, si vous voyez pas une procession spirituelle à ancêtres en nous, ni combien de temps, combien de millénaires, carnaval pas que jamais vu. Parce que tout carnaval qui a fait sur la terre, c'est là il sorti. Et Hérodote a déclaré, les Égyptiens sont aussi les premiers des peuples qui ont établi les panégyries, rassemblement de tout le peuple, les processions et les supplications. Les Grecs les ont reçus d'eux, et cela me paraît hors de doute puisque ces diverses institutions religieuses sont de toute antiquité chez les Égyptiens et qu'elles sont au contraire très récentes parmi les Grecs. Les Égyptiens ne se bornent pas point à célébrer une seule panégyrie par an, ils en ont plusieurs, ils regardent comme la plus solennelle toutes celles qui ont lieu en l'honneur de Diane dans la ville de Boubastis. Ensuite, celle d'Isis à Bouziris. Bon, Diane là, ça nous fait un petit lumière assis. Mais Missa, il a déclaré. Et Hérodote, c'est moins 400. Si nous voulons repérer nous. Il est arrivé en période l'Égypte, presque que Jacques est tombé. Et quand même ça, il voit ça. Et lui-même, il a dit, ah, ça nous qu'a vu en Grèce là. L'autre, vous savez, c'est qu'a fait ça. Par contre, en Égypte, ça a toujours fait. Donc, il faut nous comprendre. Pour nous, c'est un amusement, c'est un défoulement. Mon cas dit c'est débauche et tout ça. Mais il y a un fondement spirituel derrière. Et qui est nécessaire pour un peuple. Et donc, il faut nous comprendre. Bon, Missa il voit. Il a dit, la même chose s'observe à chaque ville qu'on rencontre le long du fleuve. Quand on est arrivé à Boubastis, on célèbre la fête de Diane en immolant un grand nombre de victimes et on fait à cette fête une plus grande consommation de vin de vigne que dans tout le reste de l'année, car il s'y rend au rapport des habitants 7000 personnes, tant hommes que femmes, sans compter les enfants. J'ai parlé plus haut de la fête célébrée à Bouziris en l'honneur d'Isis. J'ajouterai qu'après les sacrifices qui ont lieu dans cette fête, tous les hommes et toutes les femmes s'y rendent par milliers, se frappent la poitrine en signe de deuil, mais il ne m'est pas permis de dire quel est l'objet de ce deuil. Non là, il tabou, il ne faut pas le nommer. Bon, mais en tout cas, c'est ça, il voit. Il a dit ça, il voit. Bon, là, il a dit sacrifice, il faut comprendre, hein? C'est qui moun ka tué bête pour manger, c'est ça. C'est pas moun yo ka tué, c'est pas sacrifice à moun. C'est pas ça. C'est qui, bon, eh ben faut ni boire, faut ni manger, c'est bon et le lendemain, eh ben moun ka rentré à dans espèce de deuil, mais il peut pas dire qui deuil ça là. Donc Zoka voit c'est comme ça il a articulé mardi gras et mercredi décembre. Bon, qui dit année ça là à présent? Écoutez, défunt Marcel Mavoundi à dans Saïmaki. Le répertoire de l'orchestre était composé de musique française comme les grandes valses, tango, marche, polka, quadrille et lancier. Rares étaient les biguines interprétées, sauf vers les 4 heures du matin où les musiciens jouaient des airs comme Joula Kaouvela Guémoin. Et ça, c'est un témoignage qui Jean musique Tekaoulé entre 1930 et décennie à ces années 30 là. Il écrit ça dans le livre, non, c'est 50 ans de musique et de culture en Guadeloupe de 1928 à 1978. Donc son gros témoignage. Bon, Diana là, il a parlé là, Joula Kaouvela Guémoin, c'est Madiana. Mais Diana, qui concernant a écrit en hiéroglyphe. Et c'est pour ça qu'il a chanté « Oh, Madiana, Joula Kaouvela Guémoin ». Parce que c'est lui qui met ta musique là, c'est lui qui met ta tempo là. Et donc, c'est là qu'on lit en hiéroglyphe, Kina, mais Kina c'est en évolution qui caille nous Dina, Diana après. C'est pourquoi on parle aussi de dîner, bonbons. Donc, c'est un mot pour dire danse, musique, jouer musique. C'est lui qui a baillé tempo là. C'est pourquoi ils n'y battent en main. Donc, ça veut dire qu'ils ancêtres à chef d'orchestre là, c'est d'accord. Et en haut, là, on là, ça son placenta. Et ça a marqué en question à purification. Mais au cas où ces mots-là, qui n'a dansé en Teke, qui Congo, qui n'a dansé, en Doumou, qui n'a dansé. C'est ça qui, bon, nous, mots-là, nous avons cherché là, qui vient après, qui c'est mot begin, justement. Et, Zokavoué, Koubi n'a dansé, Kouzi n'a dansé, Bi n'a dansé, Ibi n'a dansé, Hibin dansé, begin, danse, musique, begin, et Zokavoué, une mutation, K et G, yon kabo kanté place. Et c'est ça qui a fait que grand monde à Kazandou a dit, yon parti qui a dit bikin, et yon d'autres qui a dit begin, c'est normal, parce que c'est évolution à même consonne là. Bon, donc, c'est ça qui a nous beau begin. Et c'est pourquoi à Kazandou ni begin vidé aussi. Faut un morceau spécial. Mais non là, ADS là tabou. Donc, tu pas nommer non, il a dit DS là.
Et mot là, ça associé avec un nom. Donc, quand il dit non là, sans nommer non. Donc, après, parfois, nous avons dit, bon, en cas de ça, hein, mais tel bitin fait, mais sans nommer non. Eh bien, c'est même bitin, c'est même l'habitude là qui nous a joué. D'accord? Nous venons amnésiques, mais en ce temps, nous disons avec ça. Mais si vous regardez en mi-temps, vous voyez que mot pour dire non, c'est mot pour dire jubiler, qui veut dire danser, enmiser. C'est ça aussi qu'il y a dans fait là ça. Mais à côté, à droite, vous voyez que c'est même mot pour dire jeune, jeunesse. C'est pourquoi ni tout ça, ti jeune. C'est pour ça qu'on a c'est ta jeunesse. Et c'est ta madame aussi, puisque c'est énergie féminine là qui en la rit là. Et ces noms là dans ces groupes là, c'est accompagné ou pas accompagné, c'est madame là. Hein. Mais c'est comme ça. Bon, on nous parlait de ces jeunes petits bois là à présent. Il faut savoir que chacal là, qui c'est un chien sauvage, eh bien, c'est totem à prince, totem à la royauté en Égypte. Donc, au lieu de dire prince là, il a dit, il a nommé chacal là. Anoupou, c'est comme ça. Et donc, Timouna, son chacal, bon, son chien sauvage. Bon, on ne pas dire qu'il y a un chien seulement, hein, mais regardez. En Konzime, il y a dit Boan, Timoun, Lingala, Moana, enfant. Lubukusu, Boana, enfant. Et c'est pour ça, Zokavoué, c'est même mot là, ça aussi pour dire prince. Et donc, c'est pourquoi nous avons crié, nous, amis, camarades, nous avons crié, nous, bois. Hein? Ou bien, bois, pour dire Timoun, gentil bois. C'est pour ça que nous avons dit ça. Donc, c'est un mot qui traverse combien millénaires pour y venir côté de nous. Donc, mais ces gentil bois là, la là, elle veut fouetter à yo. Et l'habitude là, ça c'est Romain là qui a copié. C'est ça qu'il a fait pendant les lupéocales. Il a fouette en main à yo et il a fouetté ces mouna par son bénédiction, son purification. Là, Zoka voit une madame qui a envie de tomber enceinte. Et donc il a mis en avant parce que s'il recevait un coup de fouette là, il a dit ça a déclenché maternité. Donc Zoka voit que c'est carnaval, c'est plus bitin qui nous kakoué. Son rite à purification. Et si on pas bas en peuple l'occasion, laguer tout stress ini, eh bien c'est problème. Bon. Donc à présent, nous allons parler de ce petit bois là. Donc ça n'a pas ni à voir avec ces Romains là copié si nous. Mais chien là, ça n'a pas coulé aïe. Son gros siwo ini en l'air. Donc vous comprendre aussi d'autres bitins. Mais c'est image à chien là qui a fait nom traversé, là on fait grand voyage là, qui a mené à dans monde souterrain là. Et donc c'est ça ces Grecs là prend banon à Charon, bon Haïti ok dit baron. Donc en mythologie un dieu psychopompe, c'est le guide des âmes, le conducteur des âmes des morts. Il a pour mission d'escorter celles des défunts récemment décédés vers l'autre monde, tel le paradis ou l'enfer. C'est pour ça, chaque fois, un chien qui a pleuré à Kazandou, il a dit, ah, il y en a qui est parti. Donc, ouais. Bon. Et donc c'est yo qui a annoncé. Et donc, c'est yo qui a guidé. Mais moi, pour dire chacal là, c'est moi pour dire chala. Chala, il a mis Vavalan là, c'est lui. Et en même temps, c'est un bois-bois. Hein, Vaval son bois-bois. Donc Vaval son chacal aussi, puisque c'est son prince, son roi. D'accord? Donc vous voyez que Jean Bitin là a aligné. Mais c'est lui qui a fait moun passer, traverser fleuve là, hein, fleuve à créer le Styx des enfers. Mais passage là pas gratuit, faut payer. Il faut payer passage là. Nom là d'être payé. Et c'est ça vous voyez cette image là ça qui veut dire son madame qui mort et il y a 2 pièces là en bouchaille et Charon qui prend 2 pièces là pour madame là payer passage à. Et c'est ça qu'il y a dans la Bible. C'est pour ça qu'il a dit que Judas recevoir 30 cycles l'argent. Puisque c'est lui qui a joué rôle là ça. Dans le texte là, c'est lui qui a joué rôle la divinité psychopompe là. D'accord? Et donc, si vous comprenez ça, vous allez comprendre que pour qui bitin c'est Timouna dans ces 3 chimères là. Et pourquoi il a demandé 10 pièces l'argent? Parce qu'il faut payer passage à autres. Parce que c'est en pièce théâtre qui là. Il boot. Merci pour toutes ces explications. Ça. Oui, il va te mauvais. Voilà, 13h33. Merci Joulot. Merci Luc et merci aussi Robert. Ouais. Et Kembe Fort, de toute façon. Avant le 27, nous allons ouvrir. Ah si. Nous allons ouvrir, ça. OK. On commence pas. Ça, on commence pas. Kembe Fort, il va la guerre et j'en vois rien. Allez, à tout à l'heure, 13h33. Il est exactement 13h39, nous sommes le 29 janvier 2025, donc ça fait 1 an que je n'ai pas vu Martine.
Puisque la dernière fois qu'on t'a vu, on était en 2024. Comme nous en 2025 à Finlande. Je ne te répondrai pas. Bonjour Yasmina. J'ai dit Yasmina. Hein? Ah, c'était le bon prénom. Bon. Et bonjour Iman. Bonjour Danick, bonjour. On vous écoute, mesdames. Ah ben on va parler de pas de générique, on met pas de générique. Oui, un générique quand même, oui. Quand même, comme d'hab. Alors la thématique c'est ce que notre image dit de nous derrière les masques, puisqu'on est dans la période du carnaval. Derrière les masques. Derrière les masques. Oh oui, j'aime bien. Mais remets ta main sur le visage, c'est pour que tout le monde voit bien. Donc on est en pleine période du carnaval et donc paillettes, costumes, extravagances, etc. Mais c'est vrai que l'image qu'on a et ce qu'on... pourquoi tu rigoles? Je pense à une blague guadeloupéenne. Oh là là, vas-y. Oui. C'est un gars qui parlait avec une femme. Bon, il parlait normalement. Et puis il était là. Mais il avait un masque. Et quand il a levé le masque, tout le monde est parti. Ils ont eu peur? Oui, tellement il était laid. Voilà. Et je pense à ça subitement. Ok, on va parler des masques et justement de l'héritage qu'on a de ces masques liés à l'Afrique, puisque les masques, c'était aussi une façon de communiquer, par exemple, avec la spiritualité, le monde invisible. Il y avait des masques rituels, il y avait des masques de guerre, il y avait des masques de fête. Et en fait, le maquillage est issu de tout cet héritage-là, en fait, maintenant. Et souvent, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on porte encore des masques dans la vie parce qu'on répond à des injonctions à être comme il faut, d'une certaine façon, une bonne épouse, une fille un peu bien comme il faut, pas trop olé, pas trop... Enfin, voilà. Donc, il y a plein d'injonctions consommées que la société nous met et c'est intéressant, je pense, de faire le parallèle et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ça en lien aussi avec le maquillage parce que souvent, on peut vouloir camoufler des choses avec le maquillage ou se révéler. Donc, l'idée, c'était de pouvoir en parler aussi avec Yasmina. Malheureusement, on avait prévu un modèle qui n'a pas pu se rendre disponible, mais on reviendra dessus. Et je voulais surtout parler des couleurs et de pouvoir des couleurs sur le bien-être qu'on peut avoir. Est-ce que, selon toi, tu as pu remarquer que suivant la couleur qu'on met, à la fois dans ses vêtements ou dans son maquillage, ça pouvait impacter sur l'humeur? Alors, déjà, bien évidemment que les couleurs impactent sur l'humeur. Les couleurs, ça rapporte de la gaieté. Par exemple, on regarde, tous ceux qui vivent dans un pays où il fait froid, il fait gris, l'humeur change généralement. Et c'est pour ça qu'on leur conseille de mettre un vêtement coloré, juste pour pouvoir réégayer un petit peu l'état d'esprit et puis le mood. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, par exemple, sur les maquillages, par exemple, antiques, il y avait Jolo qui était là tout à l'heure. Le col, donc, c'était aussi utilisé en Égypte. C'est un bouclier, on va dire, énergétique pour certaines personnes, en fait. Et le bleu, c'était pour renforcer la communication. Le rouge, c'était un symbole de force. Le doré, c'était pour refléter sa lumière intérieure. Et on peut faire le parallèle aussi sur les costumes, sur l'association des couleurs. Est-ce que tu as des conseils, par exemple, à donner à certaines personnes? Alors, c'est vrai que les couleurs ont un sens, elles ont une signification, on ne le sait pas toujours, mais c'est vrai qu'en fonction de chaque couleur, comme tu l'as dit, par exemple, le rouge, ça va refléter plus quelqu'un qui a vraiment confiance en elle, l'audace, la passion. On va avoir l'orange, ça sera un petit peu plus le dynamisme, le côté un peu solaire. On va avoir le jaune pour l'énergie intérieure, mais en fait, chaque couleur, en fait, a une signification, mais on ne le sait pas. Donc, on va le mettre de manière un peu intuitive, les mettre de manière un peu intuitive. La chance que nous, on a sur les peaux black, c'est que toutes les couleurs nous vont. Et après, il suffit juste de savoir les matcher entre elles. L'orange et le jaune, ça va bien ensemble. Le bleu, le violet, le rose. Enfin, vous avez toute une déclinaison de couleurs qui peuvent être assorties, mais il faut juste oser. Voilà.
Et c'est vrai que le carnaval, c'est une période un peu, on va dire, festive, mais de libération, on va dire, parce que les gens profitent de cet espace pour se lâcher. C'est pas anodin, du coup, de se maquiller, d'avoir les tenues. On a une polémique par rapport à ma tenue, c'est pas une invitation, on va pas parler ça aujourd'hui, mais en fait, le maquillage, pour toi, est-ce qu'il vient pour affirmer une personnalité ou bien il va permettre de révéler des choses cachées, ou bien c'est plutôt le contraire? C'est un mélange de tout ça. C'est vraiment pour affirmer sa personnalité. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai mis une petite touche carnavalesque, mais moi, je suis plutôt discrète, donc du coup, j'ai mis quelque chose de discret. Vous avez des gens qui vont vous faire toute une couronne de paillettes. Ça dépend vraiment de la personnalité, et ça, que ce soit pour le maquillage carnavalesque ou le maquillage de tous les jours, ça s'adapte vraiment à la personnalité de tout un chacun. Et je sais que tu fais des séances d'automaquillage. Est-ce que tu as pu constater que les femmes, puisque c'est des femmes globalement, je pense qu'ils viennent, souvent, oui. Est-ce que ça leur permet de s'affirmer, de révéler quelque chose chez elles? Est-ce qu'il y a un profil particulier de personnes qui viennent vers toi? Alors, le profil, c'est souvent des femmes très discrètes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de mettre une petite touche différente, montrer qu'il y a un petit quelque chose qui change. Et donc, mais c'est vrai qu'on reste sur des couleurs plutôt sobres, on n'est plus sur des maquillages de jour classiques, de bureau, on va dire, un peu bonne fille en tout genre, comme on dit, et qui passent un petit peu dans tous les contextes. Donc moi, je les incite à mettre une petite touche d'irisé, parce que c'est vrai qu'on nous a souvent appris que l'irisé, c'est pour le soir, mais pas du tout. On peut mettre une petite touche d'irisé la journée, et sans que ça soit too much. Ça peut être juste une petite touche de lumière qui apporte encore ce petit je ne sais quoi en plus à la femme. Donc ça leur permet petit à petit de se dévoiler, d'enlever leur masque en fait, de la bonne quand on est maquillé, on l'a dit lors de précédentes émissions, on se sent beaucoup plus en confiance, et c'est un outil comme un autre pour se sentir plus en confiance, plus affirmé et oser. Tout simplement. Et pour le maquillage, est-ce que tu as des séances spéciales que tu proposes? Bien sûr. Alors, l'agenda est ouvert le dimanche matin, pour toutes celles qui veulent se faire maquiller, parce qu'elles sont dans des groupes, notamment les groupes à caisse claire, qui sont plus extravagants. On a un peu moins ça dans les groupes à peau, c'est moins pailleté dans les groupes à peau, mais pour les groupes à caisse claire, on a tout ce qu'il faut. On peut vous maquiller, on a aussi tous les accessoires, les paillettes qui sont disponibles, et pour les groupes à peau, on a également les palettes de peinture. Voilà, donc n'hésitez pas, venez nous voir. Hier, on en a parlé avec Aline, justement, du côté protection, de normes à respecter. Donc, j'imagine que les produits que tu proposes, c'est des normes CE. Tout à fait, ce sont des produits hypoallergéniques, et notamment toute la gamme PB Cosmétiques et vegan, non testés sur les animaux. D'accord, voilà. Ok. Donc, et sans parabènes. Ouais, donc tout intérêt à venir à la boutique qui se trouve à Jarry. Exactement, à la rue Henri Becquerel, 42 rue Henri Becquerel, l'immeuble Oiseau du Paradis. Ok, merci. On va se révéler avec le maquillage pendant les fêtes avec Yasmina. Et tu lui as dit que quand même auprès des yeux, il faut... Ah oui, alors Aline disait qu'il faut mieux mettre les lentilles avant le maquillage. Les lentilles? Oui, bien sûr. Ouais. Je suis d'accord. Pour... tout ce qui est hygiène et pour éviter toute la poussière, la petite poudre d'ombre à paupières qui peut tomber. Exactement. Ouais, tout ça, exactement, c'est important. Parce qu'on peut les tacher en plus, les lentilles, avec le maquillage, le fond de teint. J'ai une copine qui a eu ce cas, donc voilà. Mais Dani qui est déjà à l'aise avec ça, il sait qu'il faut mettre ses lentilles avant de se maquiller. Ah d'accord. C'est Martine qui l'a dit. Voilà, 13h42, on va passer à la chronique de Martine qu'on retrouve avec une bonne année. Bonne santé à toi. Et c'est parti. Le soleil lève le matin à ta dans le ciel là. Que tous tes oiseaux guettent parce qu'ils ont content. Moi quand j'étais comme ma vie, la divinité. Parti. Eh bien, bien bonjour Danick, tu me demandais tout à l'heure, tu me posais une question auquel je n'ai pas répondu. Je t'ai pas vu depuis un an. C'est vrai, le temps passe vite, Danick. Hein. Ouais. C'est bien dommage, ça. Mais tu vas me revoir très régulièrement, ne t'inquiète pas. Non, mais je te vois, là. Voilà, tu me vois et tu vas me revoir. Je te revois. Donc, bonjour Danick, bonjour à l'équipe de Canal 10. Tiens, je vois que je suis un peu... Hop là. Ouais. Hein, heureusement qu'il y a l'écran là pour rééquilibrer.
Mais ça peut être un style. Bon, on va laisser l'épaule dégagée. Bonjour aux chers téléspectateurs et auditeurs. Tous mes voeux pour une très belle année et je vous souhaite le meilleur. Ça, c'est ce que dit ma tante. Elle a 88 ans. Et quand elle souhaite des vœux ou qu'elle souhaite du bien à quelqu'un, elle lui dit « je te souhaite le meilleur ». Tout est dedans. On ne fait pas de grandes phrases. Elle a compris qu'à cet âge-là, elle n'a pas des grandes paroles à dire. Donc, je te souhaite le meilleur à toi aussi, Danick, et à toutes les personnes qui nous écoutent et nous entourent. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver et puis de vous retrouver dans cette chronique du CSM, la culture selon Martine. Et je serai avec vous donc le mercredi, un mercredi sur 2, c'est ça? Et un jeudi peut-être, une fois par mois, pour un débat culturel. Ah bon, oui, dès que tu es prête, tu nous dis ça. 2025. Allez, aujourd'hui, je vous invite à la découverte ou la redécouverte d'une ville. Je suis allée me promener, donc je vous fais partager cela. Et ça, c'est avant de passer à notre agenda qui sera très bref. Je vous invite dans une ville et je vous invite à découvrir aussi un personnage. Et puis après, bien sûr, un petit focus sur un livre que j'ai emmené là. Et puis, un petit agenda court. La ville. Pourquoi une ville? Eh bien, parce que j'y suis allée pendant ces fêtes. Je suis allée à Vienne. Ah, je croyais que c'était à Los Angeles. Non, ça m'a brûlé un instant d'y aller. Mais j'ai vite éteint cet incendie. Ouais. Hein, c'est moyen, mais bon, il fallait le faire. Et c'est le seul moment où on peut le faire. Oui. Donc, il faut oser, n'est-ce pas? Sans maquillage, j'ose. Alors, imagine avec le maquillage ce que ça donnerait. Hein. En tout cas, aujourd'hui, je vous invite à suivre cette toute petite balade à Vienne. Vienne que tout le monde sait qui est en... Autriche. Merci Danick, c'est le seul qui suit. Et donc, pourquoi Vienne? Parce que j'y suis allée, le disais-je, et puis parce que dans cette ville, il se trouve que, eh bien, on célèbre un personnage cette année, pour toute l'année 2025, on célèbre un homme, on célèbre quelqu'un qui est un auteur, un compositeur, un chef d'orchestre, et toute l'année 2025 va lui être consacrée. Pourquoi? Parce que c'est le créateur, celui qui a pensé la valse. C'est l'année de Johann Strauss. Strauss, le créateur de la valse, le vrai détenteur de cette valse de Vienne, qui est déposée et que nous dansons partout dans le monde, en Europe, mais partout dans le monde, même si elle a été un peu adaptée. Alors, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'en Guadeloupe, comme ailleurs, on danse la valse et on essaie de la danser bien. Alors, pour bien la danser, il faut aller à Vienne, effectivement, parce que vous avez des cours de valse de Vienne. C'est pas simple, c'est très protocolé. Mais c'est très joli, vous voyez, il y a des grandes salles un peu partout qui vous permettent de prendre des cours. Et en 1 heure et demie, on vous garantit que vous allez pouvoir danser tout en suivant les protocoles de celui qui est l'homme, hein, qui doit toujours être en frac, les femmes en gants blancs, jusqu'au-delà du coude. Et donc, on a une manière de poser la main sur le dos de ce monsieur et lui-même de te tenir la main. C'est très protocolé. Alors, un tout petit peu d'histoire quand même pour dire que Strauss, c'est une dynastie, c'est un père. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la valse de Vienne ou de la valse, on précise bien que c'est Johann Strauss II, parce que le père aussi était musicien. Il a appris le violon, il a appris l'alto, il a rejoint un orchestre. Ça a été vraiment un homme versé à la musique et qui a laissé lui aussi des traces. Il a donc laissé ce fils qui est Johann Strauss, qui, le papa ne souhaitait pas qu'il soit musicien. Donc, il l'a envoyé faire des études de banquier. Mais lui, il n'avait pas du tout envie de compter des billets. Il a préféré les notes. Et donc, en dépit de son père, donc, il a suivi en cachette des cours de musique. Il a suivi des cours de piano, des cours de tous les instruments qui existaient. Et donc, bien évidemment, il a créé cette valse, la fameuse valse, le beau Danube bleu. Je voulais vous le faire écouter, mais ça sera pour la prochaine fois. On ne peut pas l'écouter? La valse de Vienne? Si je l'écoute là... tu ne l'avais pas donné au technicien? Non, il n'a pas réussi à charger. On a beaucoup de soucis d'Internet, au Moule, peut-être ailleurs aussi, et ça a ramé plusieurs fois. Donc, si on trouve la valse de Vienne, le beau Danube bleu, je vous propose qu'on l'écoute 30 secondes. Sur YouTube, on trouve ça. Ça a été l'un des grandes œuvres de Johann Strauss, ainsi que la marche de Radetzky et l'ouverture de la Chauve-souris, qui sont des opéras réputés. Je disais, c'est une dynastie. Figurez-vous que dans cette famille, eh bien, il y avait Joseph Strauss, qui était un ingénieur. Il y avait aussi Edgar Strauss, qui était compositeur de polka. Et Richard Strauss, lui aussi, compositeur. Et figurez-vous qu'ils ont aussi créé ce qu'on appelle le quadrille. Quadrille qui a été exporté un peu partout, donc en France, pour commencer, et en Guadeloupe, même si on l'a adapté à notre territoire. Donc tout ça pour dire que la valse était considérée autrefois comme une danse mal famée,
Comme nous, le gros cas, c'était Malfamé. Et cependant, la vase viennoise est aujourd'hui un symbole de cette grande ville et elle est inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO, avec tous ses codes. Les Viennois l'adorent et donc le grand moment, c'est le 31 décembre. C'est pour ça que j'y suis allée. 31 décembre. Si tu ne... On a une tenue, une photo de toi en tenue, c'est tout ce qui m'intéresse. Alors, une photo de moi en tenue, ça ne marchera pas parce que nous n'avons pas pu avoir un billet pour la valse, la fameuse nuit exceptionnelle où tous les Viennois se rassemblent pour danser cette... Il faut réserver presque un an à l'avance. Et ça coûte une blinde, si je peux le dire comme ça. Mais il y a une deuxième date qui est le 1er, où là, ces deux dates sont réputées, 31 et 1er. Et le 1er, c'est des grands concerts. Les grands concerts également de Vienne et où on a réussi à avoir une place. Et les grands concerts viennois, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'avais mis une photo, je ne sais pas si elle est arrivée jusqu'à vous. Donc en tout cas, c'est deux temps forts que j'avais envie de vivre. Le seul problème qu'il y a eu, c'est qu'il faisait tellement froid. Moins 4 degrés. Un ténion, pull, des pulls, 3 pulls, 4 pulls, chaussettes, bottes, etc. Donc, mais vraiment, c'était un moment magnifique et donc je voulais rappeler tout cela autour de ce... On va peut-être écouter un tout extrait du Grand Danube de la valse de Vienne, puisque je l'ai retrouvé. Bon. Faut que tu reviennes. C'est très bien dit, mais j'y retournerai en été. D'accord. Parce que je vous en reparlerai pourquoi il y a un deuxième sujet sur Vienne, c'est le musée de Sissi. Tout le monde connaît cette trilogie autour de Sissi, impératrice. Voilà, tout un petit extrait de la valse que tu connais. Je peux vous la danser si vous voulez. Avec plaisir. Fais-toi plaisir. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Avec le musée de Sissi impératrice, c'est magnifique et je vous ai ramené là des photos extraordinaires de ce musée exceptionnel. Mon deuxième sujet, c'est vous parler d'un livre que j'ai amené. Il s'appelle Namasté. C'est un livre magnifique. C'est un livre pied pour tête, tête bêche. D'un côté, on vous parle de grandes personnalités de notre Guadeloupe, je vous en citerai quelques-uns, et de l'autre côté, on vous emmène dans un voyage à travers donc nos jardins. Et donc, c'est un peu comme la construction d'un jardin qui s'est fait du 1er jour au 7e jour. Donc, des très belles photos. Ce livre est fait par Christian Gerbert, mais Gerbert. Entre photographie, puisqu'il est photographe et maintenant écrivain, c'est une promenade assez incroyable. C'est une vraie réussite, c'est publié chez Jazor. Et donc vous avez des personnages comme Monsieur Jabot, donc par exemple, de très belles photos qu'il a fait, je le précise, avec son appareil photo Leica, donc c'est une certitude. Là, c'est notre ami Garin, Franck. J'en prends encore un ou deux. Daniel Mathieu, qui est un luthier. Une profession rare aujourd'hui qu'il faut vraiment saluer et que des grands personnages, Gisèle Pinault, bien sûr, vous aurez Ernest Pépin, vous aurez Hommes et femmes de Guadeloupe. C'est un bonheur ce livre. Je vous conseille vraiment de l'acheter parce que c'est un patrimoine à lui seul. Et je terminerai avec une toute petite chose, eh bien c'est... l'événement Les Nuits de la Lecture qui se sont passés ce dernier week-end. 4 jours autour du livre pour nous faire aimer le livre, le redécouvrir, pour aller vers les bibliothèques, vers les libraires. Et donc ces 4 journées étaient consacrées à ça. En Guadeloupe, pas loin de 44 sites
ont joué le jeu en Guadeloupe, à Port-Louis, à Anse-Bertrand, au Lamentin, à Marie-Galante, Basse-Terre, Trois-Rivières, 3 événements autour de cette nuit de la lecture où on donnait toute la place aux auteurs, aux livres, à la lecture, au travers d'un thème qui était les patrimoines. Patrimoine culturel, patrimoine génétique, patrimoine transmis par nos aïeux, mais patrimoine matériel et immatériel. Tout était bon comme sujet pour aborder ce livre. 2 petites, comment dirais-je, un petit rappel sur la saison du carnaval qui a commencé, vous le savez déjà, hein, depuis début du mois de janvier. Ça va durer cette année jusqu'au mois de mars, hein, jusqu'au 3 mars. C'est une belle saison carnavalesque entre défilés, déboulés, donc tous les incontournables entre Pointe-à-Pitre et Basse-Terre. Tu rien dit sur Moule. Non, mais j'y viens. Ah, d'accord. Et Basse-Terre. Donc, je vais citer une seule date, le 9, puisque l'année dernière n'a pas pu se tenir le carnaval du Moule, puisqu'il y avait le surf, une grande rencontre de surf, et on ne peut pas tout faire. Donc, cette année, c'est le 9. Le 9 février, le Moule en folie revient. La parade de charrette exceptionnelle qui se fait qu'au Moule le 16 février, et puis l'intergénération qui se fera le 3 mars. Mais au-delà de ça, vous avez tout le programme qui nous est fourni par la Fédération du carnaval des îles de Guadeloupe, avec tous les grands temps forts qui se tiendront sur, comment dirais-je, sur la Guadeloupe. Voilà pour ce retour de la culture selon Martine. Eh bien, voilà. Merci Martine. Et rien de plus. C'est pas mal déjà. Oui, on te reverra plus souvent. J'espère bien. Oui, mais on espère aussi. Voilà, il va être 14h. On a encore des sujets à passer. Est-ce qu'on a le temps de passer un sujet? Non, comme d'habitude, avec si je ne donne pas de moyens. Bon, on va gérer ça autrement. Voilà, il est exactement 14h. Je rappelle donc qu'on a parlé de l'entraide au SMAG, de l'accompagnement des victimes aux pesticides. Je l'ai dit, c'est important pour les gens qui ont des parents qui ont été victimes du chlordécone, qui ont des maladies graves. Il faut vous adresser à cette association des victimes de pesticides. Antoine Lambert, il est président de cette association, donc pour contact avec. Sinon, on a reçu ce matin la procureure de la République, Madame Calbou, Caroline Calbou, elle nous a fait part de la situation de la délinquance qui ne cesse d'augmenter en Guadeloupe, les violences aussi, chez les jeunes aussi, les armes circulent beaucoup, et la Guadeloupe, comme la Martinique, est une plaque tournante de la cocaïne, et vous le savez, puisque on a pris un bateau avec 9 tonnes de cocaïne il y a moins de mois en Martinique. On a reçu Jolo, Jean-Marie Robert Laverdure pour parler de ça. C'est bientôt. Mais Gambonnet, quoi dire quand même. C'est la fête du fruit à pain. Ce sera la 9e édition du 27 au 29 juin au Lamentin. Avec Iman, on a parlé de maquillage, particulièrement avec Yasmina. Oui. Elle nous a expliqué que c'est le dimanche maintenant. Peut faire. C'est le dimanche que essentiellement, le jour où les gens déboulent. Enfin, pour le carnaval, je crois. Pour le carnaval, le samedi aussi, je suis le samedi aussi, elle est ouverte pour ça. Martine nous a fait écouter un petit peu de valse de Vienne. Elle revient de Vienne et j'ai dit qu'elle reviendra à Vienne. Donc, elle revient, qu'on n'a pas dit. Bon. Et avec Iman, on a eu sa chronique habituelle et on va la retrouver demain. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie et puis on se retrouve demain. Pas de problème.